Alors écoutez, la présentation va être en 3 temps. D'abord, je vais vous présenter le contexte du bilan. Et vous voyez, comme c'est une présentation très orthodoxe, je saute tout de suite aux conclusions. Alors, je suis sûre que vous n'avez jamais vu une présentation universitaire comme celle-là. Contexte, conclusion et quelques enjeux prospectifs. Je pense que plusieurs parmi vous, en tout cas M. Tardif, quand il a communiqué avec moi, me disait que la plupart d'entre vous l'avaient lu, le bilan. Alors, je ne vais pas non plus trop mettre l'accent là-dessus, puis je vous invite à le lire d'ailleurs, mais sur le site du ministère, lire tout ce bilan des visites de suivi. Vous savez qu'on a fait une visite de suivi de 2010 à 2013 dans les 12 universités, donc auprès de 75 programmes. C'est intéressant de voir un petit peu ce qui existe en formation à l'enseignement. Et on a terminé ces visites à l'automne 2013 et on s'est mis tout de suite à la production du bilan dont je vais vous parler tout de suite. Les questions de départ, quand on s'est posé la question du bilan, c'était: est-ce que les programmes de formation à l'enseignement, tels qu'on vient de les voir à travers nos visites, répondent adéquatement aux orientations ministérielles, donc aux référentiels? Et est-ce qu'ils permettent vraiment le développement des compétences? Puis je vous avoue que la réponse, pour vous le dire tout de suite, c'est ça dépend. Alors, ça dépend du programme, du concerné, mais ça dépend aussi des acteurs et du leadership qui est exercé dans chacun des niveaux. Alors, pour réaliser ce bilan et pour la suite des visites, on s'était doté d'un cadre de référence, en plus du référentiel qui demeure notre guide. On s'était donné un cadre de référence un petit peu plus précis, avec des cibles un peu plus précises que vous connaissez. On voulait regarder l'état de la concertation dans le milieu, le partenariat, le développement et l'évaluation des compétences, la reconnaissance des acquis, qualité de la langue. Pour aujourd'hui, je vais très peu traiter des 2 derniers points, mais je vais revenir sur les 3 premiers qui me semblaient au cœur des programmes de formation. Là, je voulais revenir au précédent, si vous me permettez. La méthode de travail pour réaliser le bilan, on est parti de tous les rapports qui ont été faits d'auto-évaluation de toutes les universités. On a regardé, on est allé rencontrer pendant 3 jours chacune des universités. Pour chacune des universités, on a produit un rapport. Et on est parti de ces données, c'est-à-dire les bilans des universités, notre propre rapport et bien sûr nos observations, nos notes de terrain tout au long de ces visites, pour essayer en comité d'agrément de se donner une structure pour voir qu'est-ce qu'on fait ressortir de notre bilan, comment on répond à notre question, est-ce que les programmes de formation répondent aux orientations ministérielles à ce jour. Et j'arrive tout de suite aux résultats, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on a pu observer. Oups, mauvais bouton. Excusez-moi. Alors, en matière de concertation, alors je vais revenir avec mes 3 grands points, concertation, partenariat et développement et évaluation des compétences, pour ensuite dégager les enjeux. En matière de concertation, ce qu'on a observé, c'est là où il y a une préoccupation d'harmoniser les ressources, plan de cours, contenu, approche pédagogique, les outils d'évaluation. Là où il y a un leadership qui est exercé fort et reconnu. Quand je dis fort et reconnu, ce n'est pas reconnu juste par la direction de l'université, ce qui est très bien aux directions de faculté ou de département, mais aussi reconnu par les pairs surtout. Là où il y a des programmes qui sont soutenus par leurs institutions au moyen d'innovation pédagogique, de projets de développement pédagogique, là où on trouve une culture de collaboration à travers des relations interpersonnelles respectueuses. Culture de collaboration, vous dites, comment on observe ça, culture de collaboration? Des fois, c'est des grappes de professeurs qui travaillent ensemble. Parfois, c'est des professeurs qui travaillent sur une séquence de cours. Parfois, c'est des équipes sessions qui se réunissent ou des équipes cycles qui se réunissent pour travailler ensemble. Mais là où on retrouvait cette culture de collaboration, on a retrouvé une plus grande cohérence. Maurice Tardif, au colloque du Cap-Feu à la classe, nous disait, mais la cohérence, c'est pas tout. Il reste que la cohérence, on peut le voir dans les écrits, dans plusieurs écrits, je ne dirais pas la recherche d'IQ, mais je pense à... Tantôt, je me dis, c'est quoi une nom, c'est pas bien que je la cite. Linda Darling-Hannon, entre autres, qui a écrit sur l'importance de cette cohérence. On a vu plusieurs
production aussi québécoise, où la cohérence est mise comme étant une caractéristique importante de la qualité des programmes de formation. Alors, quand on trouvait une plus grande cohérence, on voyait là un signe d'une qualité au niveau des programmes de formation. Et une cohérence qui demande une concertation, qui demande une collaboration. Alors, c'est ce qu'on a observé au niveau de la concertation plus particulièrement. Au niveau, je me trompe toujours de bouton, ça va très mal, excusez-moi. Au niveau du partenariat, peut-être que je vais rester ici à propos, ça va peut-être aider pour la caméra aussi. Alors, en matière de... Ça va pour celui-là? Oui. Alors, en matière de partenariat, je dirais que c'est une des forces de tous les programmes de formation qu'on a dans toutes les universités. C'était vraiment une force qu'on a constatée. Presque toutes les universités se sont appuyées sur des chantiers 7. Vous allez dire, ah oui, mais des chantiers 7, c'est pour la formation continue. Oui, c'est pour la formation continue du personnel scolaire, mais beaucoup de ces projets dans les milieux ont donné une impulsion au partenariat entre le milieu scolaire et l'université, et il y avait beaucoup de retombées pour la formation initiale. Au niveau du partenariat, il y a eu beaucoup de travail de fait dans les universités, et je suis sûre que Liliane pourrait en témoigner, au regard de la formation des enseignants associés en particulier, et même formation des superviseurs. Je dirais que la subvention du MELS qui a été ajoutée par la suite auprès des enseignants associés, ça constitue un atout qu'il faudrait conserver, parce que ça donne vraiment de pouvoir travailler avec les enseignants associés pour qu'ils deviennent, avec les universités, des coformateurs. Au regard de l'évaluation et le développement des compétences, ce qui était un peu surprenant, je vous avoue, c'est que même si le référentiel existe depuis 2001, c'est à géométrie variable dans les universités, l'appropriation et le développement des compétences. C'est sûr que dans les plans de cours, quand on observait, on voyait des compétences à peu près partout. On travaillait la 4, 5, 6, 7, on travaillait la 8 tantôt, on travaillait... Mais il y avait très peu de présence dans les activités d'apprentissage et voire dans les activités d'évaluation. Toujours à partir d'une observation dans les plans de cours quand on est allé rencontrer les différents acteurs. Même quand on parlait aux étudiantes et étudiants, souvent, il n'y avait même pas le langage des compétences. Ils ne s'étaient pas appropriés les compétences. Alors, c'est certain que même 10 ans plus tard, parce qu'on est alors entre 2010 et 2013, 12 ans, 13 ans plus tard, du point de vue du CAPFE, le référentiel continue à être approprié par les universités. Puis qu'est-ce que c'est le référentiel ou qu'est-ce que c'est cette évaluation, ce développement des compétences? C'est une vision commune que les universités doivent se partager. Une commune ou partager les deux. Et parfois, ça existe dans des milieux où les universités ont vraiment fait cet effort de s'approprier une vision commune et partagée à partir du référentiel, et parfois ils l'ont élargi avec d'autres orientations qui sont aussi très intéressantes et qui donnent une couleur particulière. Mais c'est loin d'être complété. Ce qui me ferait dire à ce moment-ci que le CAPFE n'était pas très ouvert à une révision en profondeur du référentiel. On était plutôt d'accord à l'actualiser, bien sûr, et Anne en parlera plus tard, à l'actualiser, bien sûr, mais à ne pas le changer, parce que ça tient encore la route dans les milieux, et il y a des gens qui se sont vraiment mobilisés autour de ces compétences. Une conclusion, on a dégagé 3 forces motrices, que je n'ai pas écrit sur le PowerPoint, mais que je vous dis. Les 3 forces motrices qui donnent du point de vue du CAPFE, de la qualité au programme de formation, c'est quand il y a une présence d'un leadership fort, définitivement c'est un point extrêmement important. Quand il y a une vision commune et partagée, que les acteurs et les formateurs se sont appropriés, et quand il y a une culture de collaboration. Ça, c'est nos 3 forces motrices. Mais on a aussi vu des forces restrictives. Je vous en nomme 3 aussi. La première, vous allez peut-être probablement être étonné, mais c'est l'universitarisation de la formation. Je m'explique. Le côté universitaire de la formation. Puis là, je vais vous parler de l'ampleur de la tâche des profs. Je vais vous parler de la liberté académique.
Je vais vous parler de la présence de la préséance de la recherche dans la promotion des profs. C'est vu comme une force restrictive. Pourquoi? Parce que parfois, se concerter ou avoir des programmes cohérents, ça veut dire se parler, travailler ensemble pour que ça ait du sens. Et ça demande du temps. Puis les profs universitaires, c'est peut-être ce dont il manque le plus. Alors, ça fait un frein. Il faudrait penser peut-être, par exemple, à plus valoriser l'aspect de la formation aussi. Ça ne veut pas dire qu'on ne valorise pas, le CAPFE ne valorise pas la recherche, loin de là. Puis je m'adresse ici même à un groupe de recherche, ce serait un peu délicat de le dire. Mais il reste quand même que cette préséance de la recherche fait en sorte que des professeurs ont plus de peine à se mobiliser autant que le demanderait un programme de qualité. Une autre force restrictive qu'on a observée, c'est 75% de personnes chargées de cours. Bon, 75, tu n'exagères pas un peu? Je dirais non parce que ça peut aller jusqu'à 83. Je dirais oui parce que parfois c'est 50, mais c'est rarement en bas de 50. Et ce personnel extrêmement important dans nos universités, il bouge parce qu'il n'y a pas des conditions stables. Alors ça peut être aussi un frein à cette concertation ou cette cohérence recherchée dans les programmes. Puis là, je n'ai pas utilisé, puis j'aurais dû le dire d'entrée de jeu, mais ça vient du référentiel, cette approche programme, qui commence là à prendre un peu, le concept commence à être un petit peu plus défini, commence à être un peu plus articulé, plus fondé aussi scientifiquement, mais c'est cette approche programme qu'on retrouve dans le référentiel que le CAPFE a tenté de regarder comme étant une caractéristique majeure de cette qualité. Et dans la conclusion, ce qu'on voit aussi, c'est qu'on dit oui, les programmes répondent aux besoins actuels, mais il y a encore du chemin à faire pour un certain nombre d'éléments. Puis là, je vais déboucher sur les enjeux, mais on regarde notamment des élèves en difficulté, les EHDA, la gestion de classe, on entend le milieu scolaire qui nous dit encore, vous en faites pas assez dans les universités, l'aspect du pluralisme religieux, culturel, linguistique aussi qui entre en ligne de compte. C'est vrai, je ne vous ai pas dit ma troisième force restrictive pour ceux qui prenaient des notes. Enrique, tu me surveillais. Bon, alors, ma troisième force restrictive, parce qu'elle est importante, elle est très importante, c'est qu'avec l'avènement des maîtrises qualifiantes qui suivent une formation disciplinaire, on a ravivé le débat formation disciplinaire ou formation pédagogique. On vient d'une certaine façon de fissurer notre modèle bien intégré des bacs intégrés en formation à l'enseignement. Et ce débat-là il continue d'être virulent. Puis je vais vous dire, puis là je parle à voix basse, même si je suis enregistrée, mais avec nos changements de ministres, puis avec des ministres qui, quand ils arrivent, souvent ce sont des disciplinaires, puis ils remettent ça sur le dessus en haut en disant « Hey, la formation disciplinaire est importante. » Certes, elle est importante. Mais il y avait une conviction en 1994 à la première révision. À la deuxième révision, c'est réaffirmé de cette formation intégrée et cette importance de former ou d'avoir une identité de professionnel enseignant et non pas une identité seulement de disciplinaire. Alors, je débouche sur les enjeux. Ça, c'est tiré directement du bilan. Je les ai par contre résumés parce qu'ils sont plus longs que ça dans le bilan. Remarquez que c'est des constants, ok? C'est inégal, je vous avoue que c'est pas tout de même niveau, mais je tenais quand même à vous en faire part. Le modèle de formation intégré de 4 ans a été fissuré. C'est quoi les effets à moyen et long terme? L'arrivée de la maîtrise qualifiante à la suite d'une formation disciplinaire ravive le débat, je viens d'en parler. Une formation disciplinaire ou une formation psychopédagogique? Que répondons-nous comme formateur des maîtres, ou comme chercheur en formation des maîtres? Et le référentiel après 14 ans, on aura hâte d'entendre la réponse de Clermont. Y aurait-il lieu de le mettre à jour? Et les technos, M. Carcenti en 2015, médias sociaux, utilisation des tablettes en classe, qu'en dire? Est-ce que notre compétence 8 tient la route? L'arrivée des programmes de formation à l'enseignement en ligne pose aussi un certain nombre de questions sur lesquelles on devrait se pencher. Ça, je parle au nom du CAPFE ici. La qualité d'un programme se mesure souvent, ce qu'on a constaté. Est-ce que j'ai changé? Non, hein? J'ai pas le bon bouton. Ça va? Oui? OK.
Alors, la qualité d'un programme se mesure souvent dans la capacité à s'autoréguler et à réguler en continu ses activités. Dans les universités où ce processus de régulation-là était fort, ça paraissait aussi dans ce qu'on entendait des diplômés, de ce qu'on entendait des enseignants associés et de ce qu'on entendait des étudiants et bien sûr des formateurs. Il y a un défi encore en formation des enseignants à rendre encore plus accessibles les savoirs issus de la recherche en éducation. Non pas dans un mode applicationniste, mais dans un mode bien intégré à la formation. Je pourrais m'expliquer plus longuement si vous avez des questions, mais pour nous, c'était pas dans un mode applicationniste, mais c'était dans un mode de rendre accessible. Il reste que depuis 40 ans, on a développé un savoir, un corpus de savoir, et c'est important aussi de le mettre à la disposition de nos étudiants en formation. Comment aussi mieux répondre aux réalités sociales, donc l'accroissement du nombre d'élèves EHDA, le pluralisme, le préscolaire, dans nos bacs en enseignement préscolaire primaire, qui souvent est un peu l'enfant pauvre de ces programmes, et pourtant on y forme pour cet ordre d'enseignement. La littératie, ce ne sont que des exemples. Le 8e enjeu, on a remarqué que pour accroître la concertation, pour octroyer du temps de supervision, pour maintenir des ratios acceptables, il y a des ressources qui sont nécessaires. Et dans notre rapport, on a insisté sur s'il y a un réinvestissement à faire, il faut le faire à la formation des enseignants. Parce que là, avec les fameuses coupures qu'on entend partout dans les milieux, c'est tentant de dire la supervision des stages, ça coûte cher, on va couper là. On va avoir moins de supervision de stages. Mais il faut faire attention à ce genre de décision-là parce que ça peut vraiment nuire à la qualité de nos programmes. Et un enjeu qu'on a nommé à la fin, c'est « Et le rôle du CAPFE ». 20 ans plus tard, la loi est instituée en 1997, la loi du CAPFE, mais le CAPFE a été créé en 1992, donc 25 ans plus tard. Est-ce que c'est toujours pertinent? Comment la rendre plus pertinente, l'action du CAPFE, pour l'amélioration des programmes de formation à l'enseignement? Dans le respect, bien sûr, des autonomies des universités. Merci.